Amis du soir, bonsoir. Donc déjà, on va parler de la démocratie, on va essayer de démystifier un peu tout ça. Les politiques ont l'habitude toujours de parler de démocratie. La France est une démocratie représentative. Qu'est-ce que ça veut dire? Et est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça représente bien est-ce que la démocratie représentative représente bien la démocratie? Donc voilà. Commencer par une petite citation de Bertolt Brecht. Ensuite, on va voir l'article 1 de la Constitution, pardon, pas de la Constitution, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ensuite, on va voir que dès le départ, la démocratie a été fourvoyée par ceux qui étaient censés l'instaurer. Donc on verra dans les discours des premiers députés de 1789, après justement la Déclaration des droits de l'homme. Ensuite, on va voir un peu, on va parler de la Constitution, de ce qu'il y a dedans, de ce qu'on pourrait changer pour que ça devienne une vraie démocratie. Ensuite, je vais vous parler du référendum d'initiative citoyenne. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Je pense que depuis les Gilets jaunes, oui. Et on va parler des faux amis du référendum d'initiative citoyenne. Donc, de ce qui s'y rapproche, mais des choses qui ne sont pas. Et pourquoi c'est mieux le référendum d'initiative citoyenne par rapport à ces initiatives-là. Les étapes qui composent le référendum d'initiative citoyenne constituant. Parce qu'en fait, oui, moi ce soir je vais parler du référendum d'initiative citoyenne constituant. Et je finirai par parler un petit peu des élections, de rebondir sur ce qui s'est passé récemment, les votes qu'il y a eu sur les SMS et les contrats Pfizer à l'Assemblée européenne. Et puis on finira par des petites vidéos qui illustrent un peu bien le climat actuel et ce vers quoi on se dirige, même si les médias mainstream, on va dire, défendent l'inverse. Ils nous disent que non. Enfin, ils prétendent, ils affirment mordicus que c'est pas vrai, que c'est du complotisme, c'est du fascisme, c'est de l'extrémisme, etc. Voilà, voilà, voilà. Ok, donc on va commencer tout de suite par une citation de Bertolt Brecht. Hop, j'espère que vous voyez bien à l'écran. Et on va parler des analphabètes politiques. Je vais vous lire la citation et après je vais vous dire pourquoi je suis d'accord avec vous. J'en ai été un moi-même, donc pour ceux qui le prendraient mal, faut pas le prendre comme tel. Faut juste s'en rendre compte, prendre les faits comme ils sont et puis voilà quoi. Ok, donc je commence la citation. Le pire des analphabètes, c'est l'analphabète politique. Il n'écoute pas, ne parle pas, ne participe pas aux événements politiques. Il ne sait pas que le coût de la vie, le prix des haricots et du poisson, le prix de la farine, le loyer, le prix des souliers et des médicaments dépendent des décisions politiques. L'analphabète politique est si bête qu'il s'enorgueillit et gonfle à la poitrine pour dire qu'il déteste la politique. Il ne sait pas à l'imbécile que c'est son ignorance politique qui produit la prostituée, l'enfant de la rue, le voleur, le pire de tous les bandits, et surtout le politicien malhonnête. Menteur et corrompu, qui lèche les pieds des entreprises nationales et multinationales. Eugène Berthold Friedrich Brecht, dit Bertolt Brecht, 1898-1956. Voilà. Ok. Donc, pourquoi je suis d'accord avec lui? J'ai été longtemps comme ça, moi aussi, en vivant plus ou moins dans une bulle, parce que, en étant dans le travail, la tête dans le guidon, on n'est pas forcément, on se rend pas forcément compte de ce qui se passe. On se rend pas forcément compte de ce qui se passe et c'est fait exprès, j'ai envie de dire. L'État, la société,
je vais pas dire qu'elle nous oblige à vivre comme ça, mais comme on est tous, du verbe naître, hein, on est tous dans ce système-là, on a de fait la tête dans le guidon. Par les pubs, les publicités qu'on nous montre à la télé, les, euh, les émissions, pas que les pubs, hein, les émissions de télé, les émissions pourries, les émissions de télé-réalité, les émissions de divertissement, euh, tous les jeux auxquels on peut se prêter et qui ne servent pas justement à faire société, à nous réunir, à nous mettre ensemble pour avancer plus ou moins vers un but commun, et ben ça sert juste à détourner notre attention. Donc voilà. Donc moi j'ai été dans ce cas-là, et je me rendais pas compte qu'en fait, ne pas participer à la vie politique, c'est laisser le champ libre à d'autres de le faire à ma place. Sachant que déjà de base, le jeu est faussé. Le jeu est déjà faussé parce que le pouvoir appartient déjà. Enfin, on a délaissé notre pouvoir de décision à d'autres pour le faire à notre place. Et ça, pour moi, maintenant que je le sais, maintenant que je l'ai intégré, ça, ce n'est pas de la démocratie. C'est autre chose. On peut appeler ça comme on veut. Démocratie représentative, parce qu'il y a des représentants qui nous représentent. Mais ces représentants ne sont pas obligés de faire ce pourquoi on les a élus. On leur a demandé de faire quelque chose, et bien souvent on ne leur demande même pas, c'est ça le pire. Quand on leur demande quelque chose, c'est que on fait des piquets de grève, des manifestations pour leur dire « Écoutez, là il y a un problème qui ne va pas, est-ce que vous pouvez changer? Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour nous ?» Mais là c'est déjà trop tard. À la base, ils sont élus sur un programme, et même s'ils ne mettent pas en œuvre ce programme, ils ne sont pas inquiétés. Judiciairement, il n'y a aucune punition. À Athènes, déjà, lorsqu'il y avait les prémices de la démocratie, directe en plus, c'était le peuple qui votait les lois, il y avait des élus, il y avait des gens tirés au sort, et déjà, il y avait des élus qui devaient rendre des comptes, et s'ils faisaient mal leur boulot, on pouvait les virer à tout moment. Et même si, à la fin de leur mandat, on se rendait compte, il y avait des gens qui étaient là pour étudier ce qu'ils avaient fait, et s'ils avaient mal fait leur boulot, ils pouvaient être punis pour ça. Ils pouvaient même être ostracisés, c'est-à-dire se faire virer de la société et sortir d'Athènes et ne plus pouvoir venir à Athènes pendant un temps. Bref, on sort un petit peu du cadre, mais c'est pas très grave. C'est pour enchaîner derrière. Hop. Alors on va passer maintenant à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. C'est-à-dire on est tous libres et on est tous avec les mêmes droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune, blablabla. Je vous épargne la fin de la phrase. Mais le plus important ici, c'est que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. On va voir pourquoi après c'est important. Je rebascule. On va voir maintenant pourquoi je dis que le jeu de la démocratie était biaisé dès le départ. Moi, je suis tombé sur un discours d'un député qui s'appelait l'abbé CIS à l'époque. Il était député, je crois, du tiers-état. Le tiers-état, à savoir qu'il y avait encore plus ou moins les trois ordres à l'époque, le clergé, la noblesse, le tiers-état. Justement, à l'issue de la déclaration, ça a été aboli, et du coup, il y avait des députés qui étaient élus pour faire les lois pour les citoyens. Alors du coup, il y a le discours de cet homme, l'abbé CIS, que je vais vous mettre à l'écran. Et qu'est-ce qu'il nous dit dans ce discours? Démocratie et système représentatif, 1789. Alors, le plus important, c'est à peu près ce que j'ai surligné en jaune là, et encore plus important, en rouge. Donc le 7 septembre 1789, l'abbé Emmanuel Joseph CIS prononçait un discours majeur dans lequel il distinguait gouvernement démocratique, qu'il rejette. Donc déjà, ça commence bien, vous voyez que il rejette
le gouvernement démocratique. C'est-à-dire que pour lui, la France ne peut pas être une démocratie, enfin, ne peut pas avoir un gouvernement démocratique. Donc, il distinguait gouvernement démocratique, qu'il rejette, et gouvernement représentatif. Donc déjà, il fait la différence entre les deux, et il dit que c'est pas la même chose. La démocratie, c'est pas le... Enfin, il rejette la démocratie, donc on aura un gouvernement représentatif. Et maintenant, on dit démocratie représentative. Avant, dans sa tête, déjà, c'était gouvernement représentatif. Je continue. Les citoyens doivent renoncer à participer à l'élaboration des lois et nommer des représentants éclairés à leur place dont le mandat n'est pas impératif. C'est-à-dire, on y est encore aujourd'hui. Le mandat des élus, des gens, de nos représentants, qu'on élit, pardon, il n'est pas impératif. Ils ne sont pas tenus de faire ce que je vous disais tout à l'heure, ils ne sont pas tenus de respecter ce qu'ils disent. Donc, cette conception de la souveraineté est toujours celle qui prévaut aujourd'hui. Bref. Nous sommes donc forcés de ne voir dans la plus grande partie des hommes que des machines de travail. Cependant, je vais vous lire un petit peu la suite, cependant, vous ne pouvez pas refuser la qualité de citoyen et les droits du civisme à cette multitude sans instruction. C'est vrai qu'à l'époque, la France était en majorité paysanne, donc elle n'avait pas d'instruction. Qu'un travail forcé absorbe en entier. Déjà, vous voyez, ils savaient déjà qu'on était absorbé par le travail, qu'on avait que ça à faire et qu'on ne pouvait pas réfléchir à faire les lois. Puisqu'ils doivent obéir à la loi, tout comme vous, donc tout comme les députés, parce qu'ils s'adressent aux députés, ils doivent aussi, tout comme vous, concourir à l'affaire. Ce concours doit être égal. Il peut s'exercer de deux manières. Les citoyens peuvent donner leur confiance à quelques-uns d'entre eux. Sans aliéner leurs droits, ils en commentent l'exercice. C'est pour l'utilité commune qu'ils se nomment des représentations, donc des représentants, bien plus capables qu'eux-mêmes de reconnaître l'intérêt général et d'interpréter à cet égard leur propre volonté. L'autre manière d'exercer son droit à la formation de la loi est de concourir soi-même immédiatement à l'affaire. Ce concours immédiat est ce qui caractérise, écoutez bien, est ce qui caractérise la vraie démocratie. Donc, il le dit ici même, dès le début de l'Assemblée nationale en 1789, que la manière d'exercer son droit à la formation de la loi est de concourir soi-même à l'affaire immédiatement et directement. Ce concours immédiat est ce qui caractérise la véritable démocratie. C'est ça la véritable démocratie. Le concours média désigne le gouvernement représentatif. La différence entre ces deux systèmes politiques est énorme, et c'est lui qui le dit. Voilà. Donc vous voyez bien que dès le départ, les jeux étaient pipés. On avait déjà élu des gens qui voulaient déjà s'octroyer le pouvoir à la place des paysans, enfin de la France de l'époque. On va continuer son discours. Hop, je vous mets la suite. D'abord, la très grande pluralité de nos concitoyens n'a ni assez d'instruction, ni de loisirs pour vouloir s'occuper directement des lois qui doivent gouverner la France. Leur avis est donc de se nommer des représentants. Bon, je vous passe tout le texte. En gros, il dit que... Je traduis un peu pour ceux qui n'auraient pas compris. Il dit que la grande majorité des citoyens n'a pas d'instruction. C'était vrai à l'époque en 1789. Ça ne l'est plus forcément aujourd'hui. Tout le monde va à l'école dès l'âge de 3 ans à peu près. Et tout le monde va à l'école jusqu'à minimum 16 ans et jusqu'au bac. Donc on sait tous lire, écrire, compter, prendre des décisions et faire de la compréhension de texte et des mathématiques. Donc ça n'est déjà plus le cas. On a tous maintenant une certaine instruction, un minimum de base. Ni assez de loisirs. Donc c'est vrai qu'on n'avait pas le temps à l'époque, les gens étaient paysans pour la plupart, donc ils n'avaient pas le temps d'aller voter les lois. En plus, c'était pas comme aujourd'hui, il n'y avait pas les routes, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de l'information, etc. Prenez du temps pour aller d'un point A à un point B en France. C'est pas comme aujourd'hui, il n'y avait pas d'autoroute, c'était le cheval plus ou moins. Ni assez de loisirs pour vouloir s'occuper directement des lois qui doivent gouverner la France. Donc, ils devaient se nommer des représentants. Bref, puisqu'il est évident que 5 à 6 millions de citoyens actifs répartis sur 25 000 lieues carrés ne peuvent point s'assembler, voilà,
En gros, il dit qu'avant, c'est vrai que la France était enfin, c'est toujours, c'est toujours le même espace, mais au niveau de la population qui avait 5 à 6 millions, c'est pas comme aujourd'hui, on est 68 millions aujourd'hui. Donc vous voyez la différence. Donc déjà, 5 à 6 millions, on ne peut pas se rassembler, et il est certain qu'ils ne peuvent aspirer qu'à une législature de représentation. Donc en gros, pour lui, le peuple ne pouvait, tellement il bossait, et tellement on était nombreux, on ne pouvait pas aspirer à autre chose que élire des représentants qui s'occupent de faire les lois pour nous. Donc les citoyens qui se nomment des représentants renoncent et doivent renoncer à faire eux-mêmes immédiatement la loi. Vous voyez, il le dit déjà. Donc ils n'ont pas de volonté particulière à imposer. C'est-à-dire que, vu qu'on se nomme des représentants, on n'a pas de volonté particulière à imposer, à faire les lois nous-mêmes. Donc, je continue, toute influence, tout pouvoir leur appartiennent sur la personne de leur mandataire. Là, il dit que normalement, le pouvoir du citoyen, maintenant, il appartient à la personne du mandataire. Mais c'est tout. S'il dictait, donc là il parle des citoyens, si les citoyens dictaient des volontés, ce ne serait plus cet État représentatif, ce serait un État démocratique. Donc vous voyez que déjà dans la tête de ces gens, c'était déjà pas une démocratie. Je vais continuer, on va voir la suite de son discours. Voilà. Donc, je vous omets un peu volontairement tout le grand passage qui est au milieu. Et je vais vous lire le dernier paragraphe, une partie du dernier paragraphe. Donc, il est donc incontestable que les députés sont à l'Assemblée nationale. Non pas pour y annoncer le vœu déjà formé de leurs commettants directs, mais pour y délibérer et y voter librement d'après leur avis actuel éclairé de toutes les lumières de l'Assemblée que l'Assemblée peut fournir à chacun. En gros, ça dit quoi? Ça dit qu'il est incontestable que les députés de l'Assemblée nationale ne sont pas là pour faire ce que les gens qui ont voté pour eux leur ont demandé de faire, mais pour délibérer et voter librement, c'est-à-dire ils font ce qu'ils veulent librement, d'après leur avis à eux. C'est-à-dire les députés font ce qu'ils veulent. Parce qu'ils ont un avis éclairé comparé aux abrutis qu'il y avait avant, illettrés. Je dis abrutis, hein, bon, j'exagère. On va dire aux paysans illettrés qui majoritairement peuplaient la France avant. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Je me le demande. Bref. Donc vous voyez que, est-ce qu'on est en démocratie? Pas vraiment. Pas vraiment. On est dans un gouvernement représentatif. Le terme démocratie, j'ai envie de dire qu'il est venu après. Ils savaient déjà que la démocratie, ce n'était pas ça. Démocratie et gouvernement représentatif, c'est pas la même chose. Ça a fusionné ensuite. Mais ce n'est pas la même chose. Donc, le système dans lequel on est aujourd'hui, ce n'est pas une démocratie. C'est un gouvernement représentatif. Les députés de 1789 avaient déjà ce fait en tête. Donc, avant, il y avait les trois ordres, la noblesse, le clergé, le tiers-état. Le tiers-état étant tout le reste de la populace, plus ou moins. Le clergé, c'était les hommes d'église. Et la noblesse, c'était les gens riches. Et le roi, la cour du roi, et tous les gens qui avaient des propriétaires terriens qui avaient de l'argent. Les nobles, les comtes, les comtesses, etc. Les ducs. Et ça a été aboli. Mais en fait, dès le départ, ils ont fait abolir la noblesse et la royauté. Mais les bourgeois, ceux qui étaient juste en dessous, ils ont pris le pouvoir. Ils ont mis en place un autre système. Bien sûr, il y a eu du mouvement après 1789, 1791, la terreur, etc. La commune, enfin bref. Il y a eu plein d'autres choses qui sont passées. La restauration, bref, tout ça. Mais on en est revenu à ce système. Parce que les gens ne connaissaient que ça. Et ils n'avaient pas la vision d'autre chose. Ils n'avaient peut-être pas non plus l'instruction d'autre chose. Et on va le voir maintenant. Dans la Constitution, qu'est-ce que nous dit la Constitution? Et c'est quoi la Constitution déjà? La Constitution, c'est le plus haut texte de loi. En gros, c'est les règles. C'est comme le règlement intérieur d'une entreprise. Donc là, c'est le règlement intérieur de la France. On écrit un texte, on dit que dans lequel on met des articles de loi, et ça fait foi. Donc
c'est ça qui régit la France, c'est le plus haut texte de loi qu'il y a, et toute la loi, on va dire, etc., découle de ça au départ. Donc ça, toutes les lois qui sont écrites, etc., depuis, depuis la Constitution, donc là maintenant, celle qu'on a, c'est la 5ème République, la Constitution de 1958, faite par le général de Gaulle, on est toujours sous cette Constitution-là. Et du coup, on va voir un peu qu'est-ce qu'il y a déjà dans la Constitution, pardon. Hop. Alors, je vous passe le préambule et l'article 1er. Donc maintenant, on va voir la souveraineté. Ça parle de la souveraineté de la France. Alors, c'est quoi la souveraineté? L'article 2, ça dit que la langue de la République est le français, etc. L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge, blablabla. L'hymne national, c'est la Marseillaise. La devise de la République, c'est liberté, égalité, fraternité. Et maintenant, on vient au plus important de l'article 2. La phrase la plus importante, c'est le principe de la souveraineté, c'est quoi? C'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Ensuite, dans l'article 3, ça dit que la souveraineté nationale, elle appartient à qui? La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce, écoutez bien, par ses représentants et par la voie du référendum. Et aucune section du peuple ni aucun individu, tout seul, ne peut s'en attribuer l'exercice. Alors ça veut dire quoi, le début de cet article 3? Ça veut dire que c'est le peuple qui est souverain en France. La souveraineté nationale, elle appartient au peuple. Et il l'exerce de deux façons. Ça ne dit pas c'est soit ça, soit l'autre, c'est et. Donc ça dit qu'il l'exerce par ses représentants, c'est-à-dire qu'il élit, il doit élire des représentants, et normalement, il devrait pouvoir exercer sa souveraineté par la voie du référendum. Donc là, on dit bien et. Et la phrase juste en dessous aussi est très importante. Ça dit qu'aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Ça veut dire quoi? Moi, je trouve que déjà, ça biaise le jeu. Parce que le peuple peut exercer sa souveraineté de deux manières, mais il faut qu'il élise des représentants. Et les représentants ont, de fait aujourd'hui, parce que ça se passe comme ça, plus de droits que les autres citoyens. Pourquoi? Parce que le peuple, normalement, est censé avoir le droit d'exercer sa souveraineté par référendum. Mais est-ce que vous, moi, tout un chacun, les Français, est-ce qu'on peut demander à faire un référendum par nous-mêmes? Non. On va voir après qui a le droit. On va passer à la diapo d'après. On va voir qui a le droit de faire des référendums en France. Hop. Déjà, vous allez voir. Le président de la République, là on passe à l'article 5 de la Constitution, le président de la République veille au respect de la Constitution. C'est-à-dire que c'est lui qui doit regarder que... Il doit veiller à faire en sorte que les lois qui soient faites respectent la loi suprême qui est la Constitution. Il assure par son arbitrage, c'est-à-dire qu'il est censé arbitrer l'État. Donc le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État. Il est le garant de l'indépendance nationale, c'est-à-dire qu'il doit veiller à ce que la France reste indépendante, et il est le garant de l'intégrité du territoire et du respect des traités. Donc, l'intégrité du territoire, c'est-à-dire si on se fait attaquer par d'autres pays, donc le pays reste intègre, et le respect des traités, donc c'est les traités qu'on a avec les autres pays. Donc là, on va rentrer dans le cadre de l'Europe après. Voilà. Donc ça c'est dit pour le président. Alors là, on passe quasiment à la fin de la Constitution. On arrive à la révision de la Constitution. Et là, vous allez comprendre quel est vraiment votre droit. Par rapport, vous souvenez-vous de ce qu'on a dit dans la Déclaration des droits de l'homme? Tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Donc on a tous les mêmes droits. J'aurais dû vous rajouter l'article 6 qui dit que, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui dit que tous les citoyens ont le droit de concourir personnellement à l'élaboration des lois. C'est-à-dire que vous, moi, normalement, on est censé pouvoir, si on veut participer à l'écriture d'une loi, on est censé pouvoir le faire. Et on est censé pouvoir le faire comment? Par référendum. Sauf que, regardez bien. J'aurais dû vous mettre l'article 11 aussi, qui parle du référendum, mais que le président de la République, c'est lui qui le met en place. Bon bref, on va voir l'article 89. L'initiative de la révision de la Constitution, donc qui peut réviser la Constitution, appartient concurremment au président de la République, sur proposition du Premier ministre, et
aux membres du Parlement. Donc à quel moment, vous, moi, tous les citoyens, est-ce qu'on peut demander à faire réviser la Constitution? Imaginez un jour qu'une majorité de citoyens veuille changer un article de la Constitution qu'ils estiment inégalitaire, inique, et qui les lèse. Comment ils peuvent faire? Eh ben, regardez, on ne peut pas. Donc, je vais lire ce qui est en jaune. Le projet ou la proposition de révision doit être examiné dans les conditions de délai fixées au 3e alinéa de l'article 42 et voté par les deux assemblées en termes identiques. Donc là, ça dit quoi? Ça veut dire que, ça revient sur la fin de la dernière phrase qu'il y a en dessous, ça veut dire que ceux qui ont le droit de réviser la Constitution, c'est le président de la République, normalement sur proposition du Premier ministre, et les membres du Parlement. C'est quoi le Parlement? C'est l'Assemblée nationale et le Sénat réunis, c'est-à-dire on réunit les deux assemblées, et ça forme le Parlement. Et du coup, là, en jaune, ça nous dit que toute révision, elle doit être votée par les deux assemblées en termes identiques. À la virgule près, il faut que ce soit pareil. S'il y a une virgule qui change, un mot qui change, c'est pas bon, ça repart. Et c'est pas validé. Et ensuite, on vous dit, regardez bien en rouge, enfin en rose là, la révision est définitive après avoir été approuvée par référendum. Donc normalement, toutes les révisions des révisions de la Constitution devraient être validées par nous, tous les citoyens, et devraient être approuvées par référendum. Mais regardez bien comment ils ont été malins. Ils ont rajouté un petit mot en dessous, le toutefois que j'ai bien surligné en rouge là. Toutefois, le projet de révision n'est pas présenté au référendum lorsque le président de la République décide de le soumettre au Parlement. C'est-à-dire si le président il veut pas faire voter tous les citoyens par référendum, il peut faire autrement pour faire valider un changement. Donc il fait comment? Il la soumet au Parlement. Donc il suffit que lui, le président déjà, il soit issu d'un parti politique qui est majoritaire à l'Assemblée nationale et au Sénat, donc au Parlement. Il sait que les gens qui sont dans son parti politique vont valider le changement qu'il veut. Et ben, au lieu de le donner au peuple, s'il sait que le peuple il ne veut pas, admettons, n'acceptera pas de changer ce qu'il veut, lui, dans la Constitution, et ben il le donne au Parlement. Du coup, le Parlement, convoqué en congrès, dans ce cas, le projet de révision n'est approuvé que s'il réunit la majorité des 3/5 des suffrages exprimés. Le bureau du Congrès est celui de l'Assemblée nationale. Donc, vous voyez que ils ont mis un cavalier, ils ont mis un cheval de Troie dans cet article 89 pour dire que il peut y avoir une exception. Si le président il veut pas, eh ben il peut passer par le Parlement. Sauf que vous, moi, tout un chacun, combien d'entre nous avons déjà participé à un référendum national qui a posé une question aux citoyens et que les citoyens ont répondu oui ou non, ils voulaient de ce changement ou de cette nouvelle loi, etc. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Le dernier, il date de 2005. Donc, il y a eu 21 changements, ou 23 changements, je crois, dans la Constitution. Il n'y en a que 2 qui sont passés par référendum. Peut-être pas dont, on va dire 3, si on compte le premier, c'est-à-dire le général de Gaulle qui a demandé aux citoyens, justement, est-ce qu'ils voulaient voter pour le président directement, parce qu'avant, c'était les grands électeurs, c'était un vote censitaire. C'était les grands électeurs qui élisaient le président. Donc, et maintenant, c'est passé au suffrage universel direct, donc ça, c'est depuis le général de Gaulle. Voilà. Donc, ils ont mis un toutefois. S'il ne veut pas faire ça, il peut faire comme ça. Mais ça, c'est censé être une exception, parce que, on l'a vu tout à l'heure, les deux modes de souveraineté du peuple, c'est quoi? C'est les représentants et le référendum. Sauf que le peuple n'a pas le droit de demander de référendum. C'est le président et le Premier ministre ou le Parlement qui peut demander des référendums. Donc, CQFD, c'est pas une démocratie. Si le peuple ne peut pas décider de lui-même, ne peut pas demander à faire un référendum, ce qui serait normal, c'est d'avoir dans la Constitution le référendum d'initiative citoyenne. Le référendum à l'initiative des citoyens. Comme en Suisse. Les Suisses ils ont ça depuis les années 1871, je crois. Donc ça fait 200 ans qu'ils ont le référendum, les Suisses, d'initiative citoyenne. Eux, ils peuvent initier des référendums. Nous, on ne peut pas. Eux, ils ont un début de vraie démocratie.
direct. Pas nous. Bref. Hop, on va enchaîner. Alors, comment est-ce qu'on pourrait faire pour avoir le référendum d'initiative citoyenne inscrit dans la Constitution, c'est-à-dire un référendum d'initiative citoyen constituant. C'est-à-dire, une fois que c'est écrit dans la Constitution, on l'aurait pour toujours. On peut le faire de cette manière, je vais vous le montrer. Il suffit juste de faire changer quelques mots dans un article de loi. Vous voyez, c'est pas compliqué. Moi, j'ai pas bac plus 12 en... comment on dit? J'ai pas fait du droit. Hein. Hop. Voilà. Donc, ça, c'est moi qui l'ai fait. J'ai juste rajouté quelques mots. Et vous voyez que juste en changeant quelques termes, en rajoutant quelques mots et en enlevant d'autres, eh ben, on peut devenir de vrais citoyens et notre constitution devient vraiment démocratique. Et la France deviendrait un pays beaucoup plus démocratique de cette manière. Alors je vous lis ce que j'ai rajouté en rouge, vous pouvez le voir. Hein. L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au président de la République, sur proposition du Premier ministre, hop, j'ai barré et, donc sur proposition du Premier ministre, aux membres du Parlement et aux citoyens. Voilà. Ensuite, il y a tout le blabla. Hein. Ça, c'est pour le fait que ce soit carré, plus ou moins, qu'on n'écrit pas n'importe quoi et qu'on vérifie que tout soit bien fait, qu'il y ait deux assemblées qui vérifient. On peut le laisser tel quel, j'ai envie de dire. Ensuite, on dit « sauf lorsqu'il est à l'initiative des citoyens ». C'est-à-dire que quand c'est nous qui voulons quelque chose, eh ben, on n'est pas obligé de passer par eux. Ils n'ont pas à valider ce que la majorité des Français veulent. Si la majorité des citoyens veut quelque chose, vu que la souveraineté appartient au peuple, ben on n'a pas besoin de passer par les élus à ce moment-là. Donc, quand la volonté vient du peuple, eh ben, l'initiative, elle est adoptée de fait. Et ensuite, vous voyez, j'ai barré tout le paragraphe qui est en dessous, le toutefois, si l'exception, on va dire, qui est devenue la règle dans notre belle société française. Donc, on efface tout ça et on rajoute juste toute révision de la Constitution, c'est-à-dire que même quand c'est le président ou les membres du Parlement, etc., qui veulent changer quelque chose, eh ben, toute révision de la Constitution ne peut être validée que par référendum. C'est-à-dire que si le peuple décide de dire oui, on veut ce changement-là, ou non, on veut pas. Voilà. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué. Hein. Il suffit juste de mettre un peu le nez dedans. Donc, vous voyez pourquoi j'étais un peu d'accord avec la citation de Bertolt Brecht que je vous ai lue au départ du live. C'est pour ça. Quand on ne connaît pas la Constitution, quand vous ne connaissez pas les règles, eh ben, si quelqu'un vous dit « Oui, mais la règle, c'est comme ça, on ne peut pas faire ça, tu n'as pas le droit de le faire. » Eh ben, si tu n'as pas lu le règlement, et que tu ne sais pas, et que cette personne représente une autorité, tu vas dire « Ah oui, ok, d'accord, bah ouais, je ne savais pas, désolé, je vais faire comme ça. » Mais maintenant que tu connais les règles, que tu sais que c'est pas du jeu, en fait, c'est du vol, qu'on nous a volé notre droit de décider, en rajoutant quelques mots ou en enlevant quelques mots par-ci par-là dans le règlement intérieur, dans la Constitution, eh ben tu comprends que t'es pas en démocratie. Surtout quand tu as déjà lu le texte, les discours des premiers députés de l'époque qui disaient déjà que eh ben, c'est pas une démocratie, c'est un gouvernement représentatif. Donc tu comprends que tu vis pas en démocratie. Donc ils ont beau vous dire oui, mais si en France on n'est pas en démocratie, allez vivre en dictature, allez dans les gouvernements illibéraux, etc. Oui, mais il n'y a pas que démocratie et dictature dans la vie. Et justement, tout ce qu'il y a entre les deux, eh ben, c'est le monde dans lequel on vit. C'est pas une démocratie, c'est pas une dictature, c'est moite-moite entre les deux. C'est-à-dire le pouvoir de décider, c'est pas le peuple qui l'a. Et vous regardez partout dans le monde, même en Occident, on va dire le monde occidental, qui est censé représenter en majorité des démocraties, eh ben, c'est pas le cas. Qui c'est qui décide à chaque fois? On donne notre pouvoir de décision à quelqu'un, à un autre, à un petit groupe en plus. Sachant que ça dit que aucun groupe ni aucun individu ne peut s'octroyer le droit de décider tout seul. Eh ben si, parce que là on a octroyé notre droit de décision au Parlement. Enfin nous plutôt à l'Assemblée nationale, mais en gros au Parlement. Et donc l'Assemblée nationale et le Sénat. L'Assemblée nationale il y a 577 députés, je crois que le Sénat il y a 389, quelque chose comme ça. Donc en gros ça fait même pas 1000 personnes, ça fait 900 et quelques personnes. Donc en gros, 900 personnes peuvent décider de tout à notre place. Donc ça fait quoi ça? Ça fait qu'un petit groupe décide à tout pour tout le monde. En plus, ils ne sont pas obligés de faire ce que le peuple veut.
Il n'y a pas de mandat impératif, le mandat impératif est interdit en France. Donc, c'est QFD, c'est pas une démocratie. S'ils sont pas obligés de faire ce pourquoi on les a élus, eh ben, ils font ce qu'ils veulent. Donc en gros, ils décident de la direction qu'ils veulent donner à la politique et à la souveraineté. Donc il n'y a pas de souveraineté, vu que c'est un petit groupe qui décide pour tout le monde. En plus, on vous dit que c'est un gouvernement décentralisé. Bon, je sais pas si je vous l'ai montré, mais voilà, c'est le pouvoir en France, il est décentralisé. C'est-à-dire que toutes les décisions se prennent à Paris pour toute la France. Mais la France, c'est pas que Paris. C'est pas les grandes villes. Bref. Maintenant, on va passer au référendum d'initiative citoyenne en lui-même. Alors, ça va bien se passer, comme dirait l'autre. Alors, le RIC constituant, donc RIC, c'est référendum d'initiative citoyen, et constituant, c'est parce qu'on l'a fait inscrire dans la Constitution. Du coup, ça donne un nouveau droit politique à tout le monde. C'est un nouveau droit politique pour tous. Donc, c'est quoi les étapes? En gros, là, on l'a fait en 6 étapes. En 1, ça permet de décider sur tout ce qui impacte nos vies et celles de nos enfants. Donc là, tous les citoyens, s'ils ont envie de faire changer quelque chose, ils le peuvent. 2, donc voilà, comment? Proposer nous-mêmes des référendums en recueillant 700 000 signatures. C'est un seuil, qui peut évoluer, mais 700 000, c'est déjà pas mal. Sachant que un député est censé représenter environ 80 000 citoyens. Donc pourquoi 700 000 personnes ne pourraient pas demander à faire voter une loi? Voilà. Je vais vous expliquer un peu après comment ça se passe. En 3, donc ça permet d'éviter la corruption, le gaspillage de l'argent public et les projets inutiles. 4, apaiser et débloquer la France, stabiliser les institutions avec des décisions collectives. Donc là, c'est pas 1000 personnes, comme j'ai dit tout à l'heure, 900 personnes qui vont décider, mais vu que c'est tout le peuple qui décide et c'est la majorité qui l'emporte, je pense pas que les autres Français vont râler. S'ils veulent râler, ils ont qu'à refaire une demande de référendum et refaire voter. Mais en général, quand la majorité demande quelque chose et l'obtient, tout le monde accepte. Parce que c'est vous et moi, c'est tout le monde qui avons voté, et pas un petit groupe de personnes qui décident dans une tour d'ivoire à Paris. En 5, contraindre nos représentants, avec ce droit, contraindre nos représentants à nous écouter, à nous rendre des comptes et à respecter leurs promesses. Donc vous voyez déjà, c'est pas une grande révolution qu'on propose, c'est juste écrire quelques mots en plus dans la Constitution, et juste avec ces quelques mots-là, les mecs, ils auraient pas le choix que de dire putain, mais si on leur... C'est pas question d'obéir, mais si on veut changer des trucs et que s'ils veulent pas, on est dans la merde, donc on est obligé de composer un peu avec le peuple. C'est pas ce qui se passe maintenant. Maintenant, vous pouvez faire des manifs, voilà, ils vont vous taper sur la bouche, ils vont vous mettre en tôle, et vous allez vous retrouver avec une main en moins, un œil en moins, prendre du LBD dans la bouche, etc. On l'a vu ces derniers temps avec les Gilets jaunes, avec Sainte-Soline, etc. Ça continue. Et en 6, décentraliser le pouvoir justement qui maintenant se trouve dans les mains de quelques personnes et permettre aux communes de décider elles-mêmes de leur fonctionnement. Donc on redécentralise le pouvoir, on redonne plus de pouvoir aux communes et les gens pourraient décider d'eux-mêmes à l'intérieur des communes. Pour faire des référendums locaux aussi, il faut qu'on se réapproprie la manière de faire, de pouvoir voter nous-mêmes, de s'intéresser aux lois et pas dire ok on se désintéresse de tout et eux ils font les trucs. Et quand on n'est pas content, on descend dans la rue, on manifeste, et eux ils nous disent fuck, on vous emmerde, vous nous avez donné tous les droits, on fait ce qu'on veut, point. Donc voilà, ça évite tout ça. On va voir c'est quoi les étapes du RIC constituant. Alors comment ça se passe concrètement? Alors du coup c'est simple. Les principales étapes d'un référendum d'initiative citoyenne, c'est en 1, les citoyens, qu'est-ce qui se passe? Ils veulent intervenir sur une question politique. Qu'est-ce qu'ils font? En 2, ils se rassemblent. Ils essaient de réunir 700 000 signatures pour leur proposition. En 3, tous les citoyens, une fois qu'ils ont obtenu les 700 000 signatures, tous les citoyens s'informent et débattent. Donc on laisse un temps de réflexion aux gens. Donc on s'informe, on débat, comme il y a eu dans les autres référendums en France. Et là, on n'est pas obligé de... on va y revenir après. Vous n'êtes pas obligé d'aller quelque part. Donc vous pouvez tous discuter entre vous. Oui, moi je suis pour, moi je suis contre, pourquoi, pour quelles raisons, etc. Ah ouais, mais ça, j'y avais pas pensé, du coup, voilà. Donc on s'informe, on débat entre nous, et on cherche. Donc quand on a une question, maintenant avec Internet, on peut aller chercher directement une réponse dans Google, etc. Ah oui, mais en fait, ça, j'avais pas pensé, c'est vrai, etc., etc. Donc il n'y a pas besoin vraiment d'être expert. On peut avoir besoin d'experts, mais on y reviendra après. Mais pour chercher des informations, maintenant, on a tout dans le creux de notre main avec nos smartphones et nos ordinateurs. En 4, le référendum, il a lieu, tout le monde vote,
puisque tout le monde s'est informé, tout le monde a posé des questions, on en a discuté au bar, au café, etc. Et en 5, si la décision, du vote, elle est respectée et elle est appliquée. Donc on fait appliquer la décision du référendum. Voilà, c'est ça les étapes. En gros, concrètement, ça déroule un peu plus les étapes. Hop, je vous montre ça. Donc le rite constituant est composé de 3 éléments. L'initiative citoyenne. Donc c'est le droit pour les citoyens de proposer des lois. Aujourd'hui, seuls les parlementaires et le gouvernement peuvent proposer des lois. Or, comme je vous disais tout à l'heure, un parlementaire représente au mieux 80 000 citoyens. Si donc un représentant de 80 000 citoyens peut proposer une loi, donc un mec qui représente 80 000 citoyens, lui peut proposer tout seul une loi. Pourquoi 700 000 citoyens ne pourraient-ils pas le faire? Le format prend la forme d'une pétition sur un texte de loi rédigé, donc on rédige un texte de loi nous-mêmes, faut pas être, vous voyez, c'est pas sorcier, moi j'ai changé quelques mots tout à l'heure dans l'article 89, et vous voyez que ça nous permettrait d'avoir le référendum d'initiative constituant dans la Constitution. Et du coup, on aurait plus de droits. Chaque citoyen peut lancer une pétition, du coup, chaque citoyen, c'est bien écrit, en se faisant aider éventuellement par des individus ou des associations qui partagent son point de vue, autant pour écrire la proposition que pour rechercher les signatures. Avec ce droit appelé droit d'initiative, nous n'aurons plus besoin d'espérer que nos représentants proposent les réformes que nous souhaitons, puisque nous pourrons les proposer nous-mêmes. Donc oui, plutôt que d'attendre, un jour on dit « Ah, mais pourquoi, monsieur le député, pourquoi vous ne proposez pas cette loi Ouais, mais parce que, en fait, moi, dans mon groupe politique, ils veulent pas. Oui, mais s'il vous plaît, faites un effort, est-ce qu'on peut parler avec tout le monde Nanani, nanana, on n'est pas obligé de supplier. Là, on peut le faire nous-mêmes. Ils veulent pas. Ah bah, si on réunit assez de monde autour de nous qui pensent comme nous, eh ben, on peut proposer une loi. En 2, donc le référendum en lui-même. Donc c'est le droit pour les citoyens de voter les lois. Aujourd'hui, les lois proposées par les parlementaires ou le gouvernement sont presque toujours votées par les parlementaires. C'est ce qu'on appelle le travail parlementaire. Mais lorsque l'initiative d'une loi vient des citoyens, ce sont eux qui doivent pouvoir se prononcer lors d'un référendum. Aujourd'hui, seul le président de la République peut lancer un référendum sur le sujet qu'il souhaite. Donc déjà, la question elle est biaisée. S'il veut pas, si nous on veut quelque chose et lui il veut le contraire, et c'est lui qui peut proposer la question sur son contraire à lui et pas dans notre sens à nous. Donc c'est biaisé déjà. Avec ce droit, 700 000 citoyens pourront le lancer et permettre ainsi à tous leurs concitoyens de voter directement la loi, et non pas seulement d'élire leurs représentants. Donc là, avec ça, on pourrait... ça nous permettrait de pas seulement élire des représentants, mais de voter directement des lois, quoi. Et ça change tout. Ça change tout. Comme dit la pub. Le constituant, pourquoi c'est constituant? Aujourd'hui, en cas de désaccord entre le Parlement et le gouvernement, c'est le Parlement qui gagne. Normalement, hein. Mais bon, on a vu que 49.3 oblige, hein. Si les députés sont un peu pourris borderline, eh ben, ça change rien, donc du coup le gouvernement il fait passer ce qu'il veut. Bref, c'est le Parlement qui gagne, normalement. Cela reflète la hiérarchie des normes. C'est quoi la hiérarchie des normes? Le Parlement fait les lois. Le gouvernement, des décrets. Si les lois et les décrets entrent en contradiction, ce sont les lois qui l'emportent. Vous avez vu dans le discours d'Emmanuel Macron dernièrement, que lui, les lois, ça commence à le gonfler. Lui, il préférait gouverner par décret. Bref. Ce principe est légitime, car le Parlement représente mieux nos concitoyens que le gouvernement. Donc là, vu qu'on élit des représentants, l'Assemblée nationale, normalement, c'est elle qui a le dernier mot. Donc, il est logique que c'est le Parlement qui gagne à la fin, parce qu'il nous représente, nous, et pas le gouvernement. Mais puisque les meilleurs représentants des citoyens, ce sont les citoyens eux-mêmes, il est légitime que les décisions prises par initiative et référendum soient hiérarchiquement supérieures aux décisions du Parlement, aux lois prises par le Parlement. Donc seules les lois constitutionnelles sont supérieures aux lois. Ainsi, si le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, porte sur les lois constitutionnelles, les décisions prises directement par les citoyens seront plus importantes que celles prises par n'importe lequel de leurs représentants. Vous avez compris? Bref, confier notre constitution aux citoyens signifie leur confier les grands principes et les grandes orientations de notre pays, ainsi que leur attribuer la supériorité sur leurs représentants. Ces derniers, de ce fait, travailleront pour nous, puisque nous aurons le pouvoir politique ultime. Donc là, ce serait vraiment un gouvernement exécutif et un parlement qui, si les citoyens ne sont pas d'accord avec lui, eh ben, il ferme sa bouche, le Parlement, parce que le pouvoir appartient au peuple, et c'est le peuple qui est souverain et qui doit décider en définitive.
ce qui n'est pas le cas actuellement. Alors, on va voir les faux amis du RIC. Alors, ce que nos chers élus, à chaque fois, essayent de nous refourguer à la place. Alors, je tire tout ça d'une certaine personne, des livres écrits par une certaine personne, qui s'appelle Clara Egger, qui a écrit ce livre pour que voter serve enfin. C'est un petit manifeste pour une transition démocratique. Voilà, il y a 96 pages et ça coûte 10 balles. Si vous voulez vous renseigner, vous n'avez qu'à taper ça dans Google. Pour que voter serve enfin, de Clara Egger. Voilà. Donc, c'est quoi les faux amis de la démocratie? En général, je vais vous lire. À défaut d'instaurer le RIC constituant, ça c'est fait par Espoiric. Bon, Espoiric 2022, on l'a laissé, mais en gros, Espoiric, c'est un mouvement citoyen. C'est pas un parti politique, c'est rien, c'est juste des gens qui se sont rassemblés pour dire, bah, nous, on aimerait que ça change. Voilà. Donc, à défaut d'instaurer le RIC constituant, certains politiciens rivalisent d'ingéniosité pour lui substituer des alternatives qui ne sont séduisantes qu'en apparence. 4 dispositifs, contrairement au RIC constituant, ont la faveur des élus dans notre pays. On va voir pourquoi ils préfèrent ces initiatives-là plutôt que le RIC constituant. Alors en 1, on a la démocratie participative. Qu'est-ce que c'est et pourquoi c'est différent? Donc avec le RIC constituant, les gens, ils décident par eux-mêmes. Ils peuvent faire voter une loi. Et ça, c'est très important. L'important, ce qui change tout, est ce droit de décider. Certes, la participation est une bonne chose. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que les citoyens participent à l'élaboration des lois, mais qu'ils ne la font pas directement. Et ça, c'est différent. Mais le but est avant tout de décider. Les tenants de la démocratie participative ont détourné cet objectif. Selon eux, l'important est que les gens participent, peu importe s'ils décident. Cette approche, où l'important est de participer, comme dirait Condorcet, conçoit la démocratie comme un exercice de vie commune, un apprentissage de la citoyenneté à travers des débats et des confrontations, etc. Bref, je ne vais pas tout vous lire. Alors vous avez la démocratie délibérative. Et les assemblées tirées au sort, pardon, je faisais un réglage. Donc, les partisans de la démocratie délibérative promeuvent le plus souvent des assemblées tirées au sort au sein desquelles de vraies délibérations sont mises en place. Ces assemblées connaissent d'autant plus de succès que le tirage au sort a toujours été considéré comme une forme de représentation moins élitiste que l'élection. C'est vrai que tirer au sort, tout le monde peut être tiré au sort parmi les citoyens. Et du coup, c'est moins élitiste que dire, ok, bah il y a un seul mec qui est élu parmi X personnes. Cependant, le RIC conduit les citoyens à participer et à délibérer davantage que dans n'importe quelle forme de démocratie participative ou délibérative. En effet, les personnes n'ont pas besoin d'être forcées pour débattre, c'est-à-dire vous êtes tiré au sort, vous allez débattre, mais si vous êtes quelqu'un qui n'aime pas ça, vous n'êtes pas, voilà, vous n'êtes pas obligé d'aller dans une assemblée pour débattre. Ni d'apprendre comment faire, parce qu'en plus, oui, des fois, il y a des normes, il y a des façons de faire, donc voilà, il faut attendre son tour, parler quand on a la parole, etc. Lorsque ces personnes décident, elles débattent spontanément dans leur maison, dans les bars, dans leur milieu professionnel, et dans bien d'autres endroits qui n'offrent pas la possibilité d'être contrôlés. Donc oui, parce qu'en plus, dans les débats, vous pouvez des fois être contrôlé, parce que vous n'avez pas le droit de dire ci, vous n'avez pas le droit de dire ça, on peut mettre des règles, etc. Vous pouvez le faire à la télé, ils peuvent couper, faire des montages, bref. Si les débats doivent être encadrés, alors une partie seulement des citoyens tirés au sort est concernée. Donc voilà, pas tout le monde en plus n'est concerné. Donc le temps qu'il y en a quelques-uns sont tirés au sort, et ben d'autres non. Donc les autres citoyens sont privés de toute influence sur la politique et restent chez eux. Alors que pendant un RIC, un référendum d'initiative citoyenne, donc c'est un référendum, donc tout le monde discute, tout le monde cherche pourquoi ce serait bien de dire oui, pour voter oui, pourquoi ce serait mieux de dire voter non. Voilà, donc on cherche, on débat, on se renseigne entre collègues, dans la famille, partout, sur Internet, et ensuite on peut donner un avis. Alors que là, c'est seulement, on peut chercher, hein, ceux qui veulent, ils peuvent chercher, et ceux qui s'y intéressent, ils peuvent chercher, mais si vous n'êtes pas inclus dans l'assemblée ou dans le tirage au sort, bah, vous n'aurez pas le droit de décider au final, donc ça sert. Le pouvoir, vous l'avez pas. Ça ne change pas du système qu'on a aujourd'hui. Ensuite, on a les assemblées constituantes. Ça revient un peu au même. Donc ces assemblées sont censées produire une remise à niveau informée des institutions avant de proposer un nouveau départ. Elles sont fondamentalement différentes du RIC constituant pour 3 raisons. Tout d'abord, elles nous donnent pas de nouveaux droits permanents pour l'ensemble des citoyens. Donc c'est pas un nouveau droit. C'est pas un truc qu'on a inscrit en plus dans la Constitution et qui dit que on peut de nous-mêmes proposer des lois maintenant. Donc ça y est pas. Celui qui n'est pas retenu pour siéger dans la Constituante perd son droit fondamental à écrire et à contrôler les règles constitutionnelles. De la même manière,
Lorsque les débats sont clos, le texte ne peut pas être amendé. Donc voilà, une fois que l'Assemblée constituante elle est finie, vous ne pouvez pas changer ce qui a été écrit. Ensuite, les assemblées constituantes reposent sur une vision naïve du système politique. L'idée d'une constitution doit être changée du tout au tout. Voilà, donc on doit changer tout de A à Z d'un seul bloc, et c'est comme ça, quoi. Comme la constitution de 58, celle qu'on a actuellement, ça a été voté d'un bloc. Alors l'idée, j'en étais où, pardon? Or, une constitution est meilleure lorsqu'elle peut être amendée progressivement. Donc voilà, donc si on peut changer petit à petit, on dit bah là ça marche pas, on va changer ça, là ça marche pas, on va changer ça. Plutôt que de dire ok, on essaie de changer tout d'un bloc, il y aura toujours des gens qui vont être contents et pas contents. Donc être amendé progressivement par essai et erreur. Donc on a le droit de faire des erreurs. Les élus qu'on a actuellement, ils n'arrêtent pas de faire des erreurs. Et en plus, tous les 5 ans, on les change. Donc des fois, il y en a un qui met un truc en place, 5 ans après, il y en a un autre qui l'enlève. Donc voilà. Parce qu'il a vu que c'était une erreur. Ou alors pas du tout. Ou alors il y en a un, il avait déjà fait l'erreur, et l'autre, il revient dessus, il refait la même erreur. Enfin bref. Donc voilà. Donc par essai et par erreur, par l'ensemble des citoyens, parce que le pouvoir appartient au peuple. Notamment pour adapter ces règles à des événements imprévus, seul le rite constituant permet cette évolution permanente des règles du jeu politique. Enfin, l'Assemblée constituante ne produit pas, comme le rite constituant, de pression permanente sur le travail des élus. Donc là, voilà. On le voit donc, les propositions d'Assemblée constituante sont souvent un moyen pour les responsables politiques d'éviter de concéder de nouveaux droits aux citoyens, tout en reconnaissant que les règles du jeu politique doivent être adaptées. Et le dernier point, donc, le référendum d'initiative présidentielle, ce qui est en cours actuellement. Voilà, un dernier dispositif. Le référendum est particulièrement en vogue parmi les responsables politiques et candidats prétendant parler au nom du peuple ou lui redonner son pouvoir. Ils entretiennent donc une confusion entre le RIC et le référendum. Le RIC constituant repose sur l'idée que les citoyens doivent avoir le droit de convoquer les référendums sans aval ou interférence de leurs représentants. Pardon. Le référendum tel que nous le connaissons en France est basé sur une philosophie radicalement différente. L'idée que le président peut, quand il le souhaite, soumettre une question aux Français, avec ce dispositif, les élus ne perdent quasiment aucun pouvoir. C'est-à-dire qu'ils gardent tous les pouvoirs. Vous comprenez maintenant pourquoi ils sont réticents à proposer le référendum d'initiative citoyenne déjà, et en plus constituant aux citoyens. Parce qu'ils ne veulent pas rendre le pouvoir de décision qu'ils ont pris, volé au peuple, depuis le départ. Donc, même si les résultats du référendum sont contraignants pour eux, ils en contrôlent le calendrier. Donc déjà, ils contrôlent le calendrier et la formulation de la question. Donc si déjà, vous pouvez écrire la question comme vous le voulez, vous pouvez y mettre ce que vous voulez dedans et faire voter ce que vous voulez. En d'autres termes, alors que le rite constituant est un droit permanent, le référendum d'initiative présidentielle est une faveur que les élus peuvent ou non concéder. On comprend alors mieux pourquoi il est absurde d'entendre des responsables politiques dire qu'ils veulent lancer des RIC sur des sujets prioritaires. Donc c'est juste de la communication ce qu'ils font. Ils vont à la télé, ils font semblant de parler de ci, de ça. Oui, on est d'accord avec les citoyens, de leur donner plus de droits pour voter ci ou ça. Mais en fait, le droit, ils vont juste vous donner le droit de changer la couleur du papier peint, quoi. Mais tant que vous ne changez pas ce qu'il y a dans les règles du jeu, dans le règlement intérieur, donc dans la Constitution, si vous n'avez pas le droit de faire ça, vous avez le droit de rien faire. Donc le vote. Ceux qui pensent maintenant encore que le vote est démocratique, alors le vote en France, donc, il sert à élire des maîtres. Donc vous ne votez pas des lois, en France on a une élection de maître, comme dirait Étienne Chouard. Donc l'élection de maître, ça sert à élire des gens qui décident à votre place. Et ça peut plus durer. Ça peut plus durer. Si vous pouvez pas voter les lois, vous pouvez rien faire, vous n'avez aucun droit. Et ça, il faut en être conscient. Donc maintenant je vais vous montrer un peu les élections. Enfin, je vais vous montrer quelque chose qui s'est passé dernièrement. C'est le vote au Parlement européen. Donc ça aussi. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il y a bientôt les européennes qui arrivent. Et du coup, vous avez vu que nos très chers représentants députés européens, il y avait une question qui était posée, donc publish UE Commission's COVID-19 Vaccine Contracts. En gros, c'est pour publier les contrats, forcer la Commission européenne à publier les contrats Pfizer et les SMS de Ursula von der Leyen avec Pfizer. Et ben, vous voyez, il y a une majorité
en violet, là, vous avez une majorité de gens qui ont voté contre. Donc il y a 349 voix qui voulaient pas qu'on diffuse les contrats de Pfizer, contre 254 qui étaient pour, et 17 qui se sont abstenus. Vous voyez dans le petit graphique à côté. Donc là, vous avez les intitulés des partis dans l'Union européenne, enfin dans le Parlement européen. Donc il y a les Greens EFA, donc ça doit être les Verts. Vous avez EPP, c'est la droite, les Républicains. SED, les socialistes et les démocrates. Renew, c'est Renaissance, donc le parti à Macron, plus ou moins. ECR, national, c'est les conservateurs. ID, c'est les nationalistes, on va dire. C'est l'extrême droite. NA, c'est ceux qui sont non affiliés, ils ne représentent pas de parti. Et The Left, c'est la gauche, quoi. Donc ça comprend chez nous, ça comprend comme député la France Insoumise, par exemple. Ok, donc là je vous montre ça. Et on va voir qui, dans les têtes de liste aux futures européennes qui arrivent, par exemple, quel député de quel parti a voté contre. Qui n'était pas d'accord pour divulguer les résultats. Et vous allez le voir. Et ces gens-là, ils se présentent, ils se représentent. Donc, là, vous voyez France, j'ai surligné en jaune les partis. Vous avez les noms de ceux qui... Le plus, c'est ceux qui étaient d'accord pour divulguer les contrats. Et le moins, ce que j'ai entouré en rouge là, plus et moins. Donc le moins, c'est ceux qui n'étaient pas d'accord pour divulguer les contrats. Alors, vous voyez par exemple, dans France ID, vous avez qui? Tac tac. Androuette, Bardella, donc ça c'est le second de Marine Le Pen, donc du Rassemblement National. Ensuite, vous avez France NI. Vous avez Nicolas Bay, Hervé Juvin, je crois, etc. Eux, ils ont voté pour qu'on divulgue. Vous avez la gauche, donc en gros LFI, tout ça, donc Aubry, etc. Eux, pareil, ils étaient pour qu'on divulgue. Et les Verts, tac tac, vous avez, bon, moi perso, je connais personne. Voilà. Et ensuite, vous avez les partis, les têtes de partis, députés européens, qui ont voté contre. Eux, ils ne voulaient pas qu'on divulgue. Alors, parmi ceux-là, vous avez qui? Vous avez France PPE, donc ça, il y a les Républicains dedans. Et la tête de liste des Républicains, c'est Bellamy, François-Xavier Bellamy. Donc lui, il était contre, il ne voulait pas qu'on divulgue. Vous avez Renaissance. Dans Renaissance, vous avez tout un tas de noms. Et là, en rouge, je l'ai mis Nathalie Loiseau. Donc elle aussi, elle ne voulait pas qu'on divulgue. C'est bizarre, hein? Et ensuite, vous avez France SED. Donc là, c'est en gros, c'est le Parti Socialiste. Celui qui se présente en plus, là, dont les médias mainstream, là, BFM et compagnie, commencent à nous le faire passer en boucle aussi. Vous voyez, le renouveau de la gauche, Glucksmann. Donc lui aussi, il était contre. Il ne voulait pas qu'on diffuse les contrats. Donc posez-vous la question, est-ce que dans les élections qui vont arriver, les européennes, vous allez de nouveau voter pour des gens qui ne voulaient pas qu'on divulgue les contrats Pfizer et les SMS de Ursula von der Leyen avec Albert Bourla. Donc, ça m'amène à revenir sur la question comment faire pour que ça change. Il faut arrêter d'être con. Il faut arrêter d'être ce que Bertolt Brecht disait tout à l'heure, l'analphabète politique. Faut arrêter de voter pour les partis politiques en présence. Donc tous ceux qui sont là, qui sont déjà en place, la droite, bon, à part LFI, bon, je suis pas d'accord avec eux sur tout, mais au moins sur le volet social, on sait qu'ils font le taf. Après, on peut être pas d'accord avec eux sur le volet immigration, le wokisme, etc. Mais au moins sur le volet social, ils font le taf. Mais même eux, hein, c'est un parti en place depuis perpète, ce sont des pros de la politique, ce sont des politiciens moi, ce que j'appelle les politocars. Les mecs, ils font ça comme métier. Donc, hors de question de continuer à voter pour des gens qui font ça comme métier. Donc, ils sont pas là pour régler vos problèmes, ils sont là pour rester là le plus longtemps possible et profiter de la retraite. La retraite qu'offre la politique. Et c'est une très très bonne retraite. Donc, vous, la vôtre, ils vous l'ont reculé de 2 ans, la leur, ils n'y ont pas touché. Et en plus, le niveau de rémunération n'est pas le même. Donc vous voyez que eux, ils sont pas là pour résoudre vos problèmes, ils sont là pour rester le plus longtemps possible. Donc De Gaulle disait, vous voulez, quand les politiciens ils veulent qu'un problème ne soit pas réglé, ils créent un ministère, ou alors ils créent un parti politique.
Du coup, ils restent dedans, ils font semblant, ils bougent beaucoup, hein, ils vont à la télé, et ils font semblant de faire ci, ça, ils essaient de voter des lois, ah oui, elle n'est pas passée, patin coup fin. Ouais, ils font semblant de faire des choses, et au final, ils changent rien. Donc, tout changer pour que rien ne change, il faut arrêter. Donc, tout à l'heure, je disais, il y a deux moyens de changer, c'est soit on fait la révolution, soit on peut le faire pacifiquement par les urnes. Mais il faut que tout le monde vote. Je suis pas pour le vote, je suis pas pour les partis politiques. Je veux pas élire des maîtres, moi j'aimerais voter les lois. Mais, si on veut faire une révolution pacifique, l'un des moyens, c'est de voter. Du coup, comment faire? Voter comment? Eh ben, votez pour vous. Présentez-vous à la place de ces gens-là. Les agriculteurs, moi je suis avec eux en ce moment. Il faut les soutenir. Mais même eux, je veux dire, en prendre un parmi eux, qui représente les agriculteurs, et puis remplacer le maire. Donc là, il faudrait foutre le bordel dans l'Union Européenne, donc remplacer les députés européens. Donc présentez-vous à la place de ces gens-là. Réunissez-vous déjà dans vos communes, mettez-vous d'accord sur ce que vous voulez faire. Ensuite, élisez quelqu'un parmi vous. Vous savez que vous vous êtes cooptés entre vous, vous vous êtes mis d'accord pour faire quelque chose, et ce quelqu'un, il est là, il vient, il fait. Et s'il fait pas, vous mettez une charte entre vous, ok, bah si moi je fais pas le job, je sors, et un autre me remplace. Donc, voilà. On peut déjà le faire aux européennes qui arrivent. Bon, les européennes, ça ne changera pas tous les problèmes qu'il y a en France, hein, parce qu'il faudrait que tous les gens dans tous les autres pays réfléchissent comme ce qu'on essaye de faire là sur ce live ce soir, et tout le monde fasse la même chose à l'unisson, pour changer le tout depuis l'Union Européenne. Ce qui, ma foi, à mon avis, n'arrivera pas. Mais, il faut déjà se présenter. Ensuite, là on est en 2024, il y a les européennes. En 2026, vous aurez les municipales. Les municipales, c'est quoi? C'est les élections des maires et des conseillers municipaux. Donc il faut se présenter à la place de ces gens-là. Il faut arrêter que les gens des partis, comme j'ai énoncé tout à l'heure, les Républicains, le Rassemblement National, le Centre, le Modem, le parti de Macron, Renaissance, le parti d'Édouard Philippe, Horizon, la gauche, le Parti Socialiste, le Parti Communiste Roussel, et même la LFI. Donc ce sont des pros de la politique. Il ne faut plus laisser ces gens-là décider. Il faut que ce soit des citoyens qui se soient regroupés, qui se sont mis d'accord, et qui veulent changer les choses. Vous croyez qu'ils ont fait ça comment? Eux, ils se sont mis d'accord entre eux. Mais ils se sont mis d'accord entre eux depuis longtemps. Et ils ne se mangent pas entre eux. Quand ils se mangent entre eux, c'est qu'il y en a un qui est parti trop loin. Ou qu'alors ils veulent la battre pour changer. Ils veulent mettre quelqu'un d'autre à la place, du coup, hop, celui-là, il veut pas sortir, du coup, on lui tend un piège, on le fait sortir, hop. Donc faut pas être débile. Si vous voulez qu'il y ait un candidat citoyen qui se présente à la présidentielle pour 2027, et faire des choses pacifiquement, je vous demande pas d'arrêter la lutte et d'arrêter de manifester, hein. Non, faut pas. Là, les agriculteurs, faut les soutenir. Il faut qu'ils montent à Paris. Il faut qu'ils cassent tout, il faut qu'ils flippent, eux, là-haut. Il faut qu'ils comprennent que c'est nous qui avons le pouvoir. Bref. Mais il faut revenir à l'essentiel. Donc, si vous voulez qu'il y ait un candidat qui puisse se présenter, il faut qu'il y ait des maires qui lui filent 500 parrainages minimum pour qu'il puisse se présenter. Et comment vous voulez que les maires donnent leur parrainage si ce sont les maires des partis qui sont là depuis perpète? Eux, ils veulent pas que ça change. Le système, il change pas. Il pourra pas changer tant que ces gens-là sont en place. Donc, il faut prendre leur place. Donc, moi, je vous invite, s'il vous plaît, à prendre la place de tout le monde. Présentez-vous, même si c'est casse-couille. Il faut de l'argent, on s'en branle. On mettra le minimum syndical s'il faut. Il faut mettre le minimum syndical. Mais il faut y aller. Il faut leur montrer que le pouvoir, il vient de nous. Tout en continuant la lutte sur le terrain. Bref. Donc ça, c'est une vision, une façon de changer les choses. Une autre façon aussi, c'est de faire des pétitions. Pour pousser ceux qui sont déjà parmi nous, qui ont déjà un peu un pied dans le système, et qui sont d'accord avec de rendre le pouvoir au peuple par le référendum d'initiative citoyen, par exemple, ou les assemblées tirées au sort, ou les machins. Moi, je dis pas que le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, c'est la clé, mais si on obtient le référendum d'initiative constituant, c'est octroyer un nouveau pouvoir au peuple. Pouvoir qu'il n'a pas, qu'il a perdu, qu'il a légué lors de l'écriture de la Constitution de 58 et des autres avant. Donc, on a donné ce pouvoir, donc maintenant, il faut qu'on arrive à le reprendre d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est soit la révolution sanglante, soit les urnes, soit, ou alors parce que celui-là, on peut dire donc on fait des pétitions, on lâche pas l'affaire, on lâche pas le morceau, on fait des pétitions comme qui vont à l'Assemblée nationale ou au Sénat,
Et les gens qui sont déjà à l'intérieur, un jour, ils vont finir par voter oui pour dissoudre la Bravem, pour la destitution de Macron, pour donner le rite constituant aux citoyens, etc. Donc écrivez les pétitions sur le site de l'Assemblée nationale, hein, il y a un onglet, il y a un endroit fait spécialement pour ça. Et surtout, signez les pétitions. Bon, c'est France Connect, oui, il y a beaucoup de monde qui sont pas d'accord pour signer avec France Connect, mais en fait, France Connect, c'est juste pour vous dire que, ouais, c'est bien un citoyen français qui va voter le truc. Parce que sinon, imaginez qu'il n'y a pas ça, et bah, plusieurs personnes pourraient. Moi, je crée une adresse mail, ok, je vote une fois, je crée une deuxième adresse mail, hop, je vote une deuxième fois, je crée une troisième adresse mail, je vote X fois. Alors que là, non, France Connect, ça prouve que vous êtes citoyen français et que vous pouvez voter qu'une seule fois. Donc, ça donne, vous avez juste à donner votre département et soit le numéro de la Sécu, soit le numéro des impôts, soit le numéro, je sais pas, l'identité de la poste, je sais plus quoi là. Et voilà. Donc, c'est juste ça. Et ça permet de prouver que bah, ce sont bien des citoyens français qui ont voté, et que là, vous pouvez pas aller contre. S'il y a 1 million, 10 millions de personnes qui ont signé la pétition, à bout d'un moment, les élus vont dire, ok, là, ça fait beaucoup de monde. Pour l'instant, la pétition qui a recueilli le plus de voix, c'est pour les aéroports de Paris, la privatisation des aéroports de Paris. Je crois qu'il y a eu 1 500 000, un truc comme ça. Mais c'était pas suffisant. Parce que pour faire un RIP, le référendum d'initiative partagée, qui n'est pas du tout, qui n'a rien à voir avec le RIC, eh ben, il faut qu'il y ait 10% du corps électoral. C'est-à-dire on est 48 millions d'électeurs, il faut 4,8 millions de signatures pour qu'il y ait un RIC qui arrive à l'Assemblée. Et encore, arriver à l'Assemblée, eux, ils peuvent dire, bah nous, on n'a rien à foutre, on ne vote pas votre loi de merde. Donc ce sera encore soumis aux députés et aux machins. S'il n'y a pas les députés qui... Et malgré tout, vous avez encore l'échelon du président, etc. Bon bref, il y a plusieurs passages. Ils peuvent la shooter comme ils veulent. Donc le RIP, déjà, c'est de la merde. Et les pétitions, eh ben, pourquoi pas? Les pétitions, si on décide de faire voter la loi à l'Assemblée, si on arrive à recueillir assez de députés qui soient d'accord avec nous lors d'une commission des lois, par exemple, parce que pour faire changer quelque chose dans la Constitution, c'est la commission des lois, et ben, s'il y a beaucoup de gens déjà qui arrivent, il faut que ça passe déjà la commission des lois. Ensuite, une fois que c'est passé la commission des lois, il faut que ça arrive à l'Assemblée et qu'il y ait tous les députés qui votent. Donc là, ils débattent et ils votent. Donc ce serait déjà une grande avancée que d'arriver à faire ça. Mais je vous rappelle, voilà, pour faire ça, il faudrait que des gens se présentent et qu'il y ait un maximum de députés et de maires qui soient pour le référendum d'initiative citoyenne. Sinon, comment voulez-vous que les choses changent? Comment voulez-vous qu'il y ait un candidat qui soit issu du peuple, qui puisse se présenter vraiment à la présidence de la République et au final, en définitive, tout changer, quoi, donner un grand coup de pied dans la fourmilière et dire ok, bah moi, je refais tout parce que les gens ils m'ont élu pour tout refaire. On s'est battu pendant 2 ans pour mettre des députés à l'Union européenne, pour mettre des maires en place, et pour mettre ensuite élire un président, et dans la foulée, élire des députés. Et encore, une fois que le président est élu, limite, vous donnez le RIC aux citoyens, et après c'est bon. À partir de là, les citoyens peuvent proposer les lois qu'ils veulent, et là, tout pourrait changer. Vous comprenez un peu ce qui se passe? Comment on pourrait faire? Bref, hop. Donc on va finir... Je vais terminer le live, je sais pas combien de temps, depuis combien de temps je parle. Ça fait 1h30 déjà. Ok, donc je vais vous balancer pour ceux qui ont des doutes et qui pensent que bah, je dis n'importe quoi, etc. Donc je vais vous balancer quelques vidéos. Et vous allez voir que c'est très édifiant. Donc là, c'est une vidéo de Klaus Schwab qui dit que en fait, il s'en fout, on n'a plus besoin... en définitive, on n'aura plus besoin des élections. Eux, ils veulent aller vers un gouvernement mondial. Pardon. Un gouvernement mondial. Et que les citoyens, bah, du coup, il n'y aurait même plus les pays qui décideraient par eux-mêmes. Ce seraient quelques dirigeants par-ci par-là dans le monde, un petit groupe en fait, comme là, comme en France, donc là il y a 1000 personnes qui décident pour les citoyens français. Donc là il y aurait peut-être, je sais pas, 10 000 grosses têtes, gros bonnets qui sont riches 1 milliard, pardon, qui décideraient pour tout le monde. Donc écoutez bien cette vidéo. You do not even have to have elections anymore because you can already predict and afterwards you can say why do we need elections because we know what the result will. Voilà, vous avez vu, ils disent déjà qu'ils s'en foutent des élections quoi. On n'a pas besoin du résultat des élections parce qu'on les connaît déjà à l'avance. Donc ça veut dire qu'ils ont déjà mis des gens un peu partout, infiltrés, et que par le biais des médias, on peut faire voter ce qu'on veut. Donc on sait déjà le résultat à l'avance. Ça veut dire que les élections, elles sont déjà biaisées. Alors ça, on a vu une vidéo de Klaus Schwab, et là je vais vous montrer, on va dire une vidéo limite de son second, quoi,
lui aussi fait partie du Forum économique mondial. Alors Klaus Schwab, c'est celui qui a fondé le forum, l'un des fondateurs du Forum économique mondial. Ça fait 50 ans qu'il est à la tête de ce truc-là. Et vous avez lui, son second, là. Are you concerned that Trump might be elected again shortly? I think it's very likely. And if it happens, it is likely to be the kind of like the death blow to what remains of the global order. And he says it openly. Now again, it should be clear that many of these politicians, they present a false dichotomy, a false binary vision of the world, as if you have to choose between patriotism and globalism, between being loyal to your nation and being loyal to some kind of, I don't know, global government or whatever. Donc là, vous voyez dans cette vidéo-là, qu'est-ce qu'il dit le mec? Il dit que, enfin, on lui pose la question de Trump, ouais, si Trump est réélu, ça va, enfin, qu'est-ce que ça va faire? Et lui, il dit, bah, en gros, ça va être le bordel, parce que Trump, il veut pas la même chose que nous. Et du coup, ben, ce serait le bordel pour eux, quoi. Parce que les gens, ils pensent encore en mode nation, en mode pays, etc., et qu'eux, ils voient un gouvernement mondial. Après, il faut s'intéresser à ce qu'il dit, hein. Donc, pour ça, il faudrait déjà lire le livre de Klaus Schwab, The Great Reset, la grande réinitialisation. Voilà. Et je vais finir par une petite vidéo, et ensuite une petite citation d'Albert Einstein. Donc une dernière vidéo. And I appreciate the World Economic Forum providing me the opportunity to be on this stage and say, fuck you, Klaus Schwab, and fuck your New World Order. We, the people, were born free, we will stay free, and you and all of your globalist friends, including everyone in this room, can go fuck yourself. Donc bien sûr, c'est un sketch, hein, c'est pas ce qui s'est passé vraiment dernièrement au Forum économique mondial de Davos, mais c'est ce qu'on aurait envie de leur dire à ces gens-là, en fait. Si on se trouvait là-bas, leur dire que, écoutez, vous prenez pour qui? Allez vous faire voir, quoi. Mais allez bien vous faire voir. Déjà d'une, vous n'êtes élu par personne. Pourquoi ce serait vous qui prendrez des décisions pour des milliards de personnes sur la Terre? Bref. Du coup, je vais finir avec cette petite citation d'Albert Einstein qui résume un peu mon propos aujourd'hui. Et ça dit ceci. Einstein, il a dit, la définition de la folie pour lui, c'est de refaire toujours la même chose et d'espérer des résultats différents. Donc ça résume bien ce que je vous ai dit tout au long de cette vidéo. En restant dans le système, en continuant à faire toujours les mêmes erreurs, eh ben, il n'y a rien qui changera. Et ça, c'est vraiment être la folie. On est vraiment fou, on est vraiment stupide, on est vraiment bête de continuer à vivoter, à croire, à jouer le jeu de ce système-là, parce qu'on n'a pas le temps, en fait. Ils nous donnent pas le temps de faire autre chose, alors nous, on continue comme des robots lobotomisés, là, à faire les mêmes gestes. Métro, boulot, dodo, voter tous les 5 ans, et basta, et ça continue. Et eux, là-bas, ils engrangent l'argent. Il faudra revenir sur l'argent aussi. On y reviendra sur une autre vidéo. Donc sur ce, les amis, je vous laisse, et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.